Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'épisode suivant, votre émission dédiée au streaming sur Tech & Co. Et l'ambiance dans le streaming français est pas top en ce moment. On est quasiment sur une guerre ouverte, on va le dire, voilà, osons le mot, entre Canal+ et Disney+. En tout cas, les deux ne s'entendent pas très bien et s'envoient des pics régulièrement, notamment autour du sujet essentiel de la chronologie des médias. On va vous expliquer tout ça, on va vous raconter cette bataille homérique entre deux acteurs assez importants quand même du streaming en France. Et pour ça, il me fallait évidemment deux spécialistes des séries et du streaming. Donc j'en ai deux, ça tombe bien. D'abord, Margot Barallon. Salut Margot. Salut. Journaliste indépendante, spécialiste des séries. Donc, on te lit toujours dans le magazine 3 couleurs. Tout à fait. Et ton avis nous sera précieux aujourd'hui. En face, Benoît Lagan. Salut Benoît. Salut. Benoît, journaliste série également, chroniqueur à Télématin. Exactement. Voilà, et ton avis nous sera également précieux avec ta casquette. Je crois que tu nous as vendu une casquette d'historien sur ce sujet. On a hâte de voir comment tu vas nous raconter tout ça. Merci à tous les deux d'être avec moi. Je vous propose qu'on attaque, sans plus tarder, notre débat de la semaine. C'est donc une actu sortie en fait qui m'a interpellé pour préparer cette émission, puisque Disney+ a annoncé l'arrivée de deux séries dans son catalogue, ce qu'on appelle du fond de catalogue, c'est-à-dire que séries récupérées ailleurs, deux séries qui sont Bloqué et Serge le Mito, deux formats courts créés, produits et diffusés par Canal+ en 2015 et 2016. Et cette annonce, elle arrive juste après la diffusion de Bref 2, la suite de l'autre série produite par Canal+, format court également, sortie juste avant. Ça fait donc 3 séries de l'univers Canal+, de l'humour signature de Canal+, qui sont à retrouver sur Disney+ en ce moment. Est-ce que Disney marche sur les plates-bandes de Canal avec ses acquisitions, ses diffusions ? Alors c'est un peu plus nuancé que ça, puisqu'il faut rappeler que notamment pour Bref 2, c'est Canal+ qui a refusé. Donc Kian Kojandi et Navo, les deux créateurs du format court, qui a 13 ans maintenant, sont retournés voir la maison mère, Canal+, et c'est Canal+ qui a refusé d'investir dedans. Donc Disney+ a en fait récupéré un bébé et vu une opportunité, a raison, vu le succès phénoménal de cette deuxième saison. Donc c'est un peu plus compliqué là-dessus que marcher sur les plates-bandes. On a l'impression surtout d'un phénomène d'opportunité de la part de Disney+, qui, la nature a horreur du vide, les businessmen aussi, et donc ils récupèrent un vide laissé par Canal. De l'opportunisme, Benoît, t'es d'accord avec ça ? Un peu, en fait, c'est cette histoire du patrimoine en fait de la télévision et des programmes de la télévision. C'est vrai que les plateformes, pendant longtemps, en fait, on avait l'impression que ça les intéressait pas vraiment. Elles étaient que sur la nouveauté, Et puis, au fur et à mesure, on a quand même vu, notamment ceux qui observaient un petit peu les succès sur Netflix de séries américaines comme Friends, qui étaient des vieilles séries, qu'en fait, il fallait suivre le mouvement. Donc, je pense que c'est plus que de l'opportunisme, c'est-à-dire que là, oui. De fait, Bref, Canal n'en a pas voulu, donc Disney se dit, mais nous, on en veut. Et je pense que ça permettait à Disney de se positionner comme une plateforme qui va faire comme, finalement, doit être une plateforme, c'est-à-dire avec de la nouveauté, mais aussi avec du catalogue, et donc faire travailler pour s'imposer sur le territoire français avec du patrimoine français. Et en l'occurrence, c'est bien joué, je pense. Et quand on voit, t'en parlais, le succès fou de Bref 2, presque un peu inattendu, les gens étaient assez sceptiques sur cette suite. Nouveau format, par ailleurs, 6x30 et plus du tout le format court. On se dit que chez Disney, on doit sourire. Chez Canal, peut-être un petit peu moins en ce moment. Regretter peut-être l'opportunité ? On doit se dire en tout cas qu'on n'a peut-être pas saisi que le changement de format pouvait être autant un succès, quoi. C'est vrai que tout le monde était très sceptique. On ne va pas réécrire l'histoire, même nous. Oui, mais on peut comprendre le scepticisme de Canal, en tout cas, qui avait un format court qui marchait très bien, et plutôt un spécialiste des formats courts sur ces petits formats-là humoristiques. Après, moi j'ai pas les détails, à quel point le projet était avancé au moment où il a été soumis et tout ça, mais c'est vrai que clairement ils sont passés à côté d'une bonne série. Et pour Disney+, par ailleurs, le gros avantage aussi, c'est en rachetant ces séries de catalogue et en produisant cette nouvelle saison, je pense, de se positionner sur un créneau qui n'était pas trop le leur jusqu'ici avec les séries originales françaises. C'est celui de la comédie pure. Même si sur Bref 2, il y a effectivement un peu de comédie dramatique, mais en tout cas, jusqu'ici, leur série française, il y avait du teen drama, il y a eu de la comédie vraiment plus dramatique avec Tout va bien, il y a eu du thriller, du policier, de la comédie vraiment
Pas franchement, des formats courts comme ça. En fait, on rachète aussi un esprit, on rachète quelque chose de très symbolique. Oui, et puis on rachète un esprit, on rachète une génération. Parce qu'en fait, ce dont souffrait Disney+, jusqu'à bref, c'est l'image de Disney, la plateforme pour les enfants, famille, enfants, Mickey et compagnie. Or, quand on observe comme nous Disney+, depuis le début, on voit bien que dans les productions anglo-saxonnes, il y a énormément de séries adultes. Mais c'est vrai que ça n'arrivait pas chez le consommateur de plateforme lambda. Or là, en faisant ça, il alerte et il dit regardez, nous on fait ça. Donc en fait, et c'est une porte d'entrée, je pense, très maligne de la part de Disney+, de suivre ça. Moi, je n'ai pas été non plus, je ne sais pas précisément ce qui s'est passé à Canal. Je trouve étonnant que Canal n'ait pas suivi, alors qu'ils ont fait le retour de Cadet Olivier avec Pamela Rose, ils ont fait le retour de Jamel avec une nouvelle sitcom, etc. Donc, ils auraient pu... Franchement, je voyais pas pourquoi ils auraient pas tenté. C'est le sel des coulisses et des négociations. Donc je disais, à côté de Bref 2, il y a cette actu sur Bloqué et Serge Le Mito, qui sont donc 2 formats courts. Est-ce qu'on est plus dans le symbolique là, parce que c'est quand même par ailleurs 2 séries qui sont totalement en accès libre gratuit sur YouTube, donc c'est pas ça qui va inciter les gens à aller sur Disney+. Non, mais c'est vraiment ce que disait Benoît. On envoie un message global de catalogue. C'est-à-dire que c'est pas forcément pour ça qu'on va s'abonner. En revanche, on va se dire il y a ça, mais il y a aussi ça, et ça amène les gens via ces séries-là. Par ailleurs, faut pas oublier que justement aujourd'hui, je pense qu'on s'aperçoit que les droits, c'est quelque chose de très volatile. Ça peut disparaître à tout moment, et vous avez des séries que vous ne pouvez plus voir nulle part. C'est vrai. Et donc jusqu'à quand ce sera disponible en accès libre sur YouTube, on ne sait pas. Oui, c'est vrai. Ça peut disparaître du jour au lendemain. Finalement, l'achat de la part de Disney+ est plutôt malin. Sachant que donc tout ça arrive dans une espèce d'offensive qui n'est pas timée par hasard, puisque donc on est quand même dans cette bataille, je le disais, entre les 2 plateformes, qui a commencé en fin d'année dernière quand Disney a quitté l'offre Canal+. Ils étaient intégrés, ça a marché très bien, sauf que bam, 31 décembre, c'est fini. Ça a beaucoup fait parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Disney a décidé que Canal+ n'était plus la bonne solution pour s'étendre en France? Parce que je pense qu'il y avait besoin pour Disney de montrer qu'ils étaient une plateforme à part entière. Quand on intègre Canal, il suffit de discuter avec les gens dans la rue. Quand on conseille une série, oui, je l'ai vu sur Canal. Enfin, non, tu l'as vu sur Paramount+. Non, tu l'as vu sur Apple TV+. Non, tu l'as vu sur Disney+. Or, Disney a besoin de montrer, par rapport à ce qu'on disait juste avant, que c'est une plateforme suffisamment puissante pour exister par elle-même. Comme Netflix, quand Netflix est arrivé, avant que ce soit dans l'offre Canal, parce qu'on peut avoir Netflix dans l'offre Canal, Netflix était déjà bien imposé, alors que Disney, pas encore. On avait encore l'idée de Disney Channel. Oui, qu'on avait d'ailleurs si on était un vieil abonné CanalSat. Donc en fait, il y a quelque chose, je pense, de ce domaine-là. Il était important pour eux de montrer qu'ils existaient. Moi, aujourd'hui, on en est à ce point-là. Ça ne m'étonnerait pas que dans quelques années, on découvre que Disney+ revienne dans le giron Canal, de la même manière que Netflix est intégré, parce que Canal se sera dit, bon, ok, très bien, on se resserre la main. L'idée, nous, c'est qu'on soit la plateforme des plateformes, et donc on ne peut pas... Enfin, on est obligé de vous avoir, vous aussi. Il ne faut pas oublier que Disney+, est plutôt à un moment de stagnation. Dans sa progression, tu en as parlé d'ailleurs dans cette émission, Clément. Et donc là, effectivement, il y a besoin pour eux aussi d'attirer des abonnements directs, de convaincre les gens qu'à eux seuls, ça justifie de mettre quelques euros par mois dans cette abonnement. Les abonnements baissent dans le monde à Disney+ seul, et effectivement en France, Disney+ ne rattrape pas Netflix, qui était quand même un objectif plutôt assumé au lancement il y a 5 ans. On a ensuite un peu compris, sans que ce soit officiellement dit, que tout ça avait aussi à voir avec la chronologie des médias, qui est donc le sujet de fond entre ces 2 plateformes. Donc la chronologie des médias, on va essayer de la résumer un petit peu, c'est les fenêtres de diffusion des films sortis au cinéma. Quand est-ce que les plateformes ou les chaînes de télé ont le droit de les diffuser? Alors en fait, jusqu'à ces renégociations dont on va vous parler, voilà comment ça s'échelonnait. La vente et la location de DVD étaient prioritaires, 4 mois après la sortie en salle. Ensuite, il y avait Canal et OCS en tant que principaux financeurs du cinéma français, qui au bout de 6 mois pouvaient proposer des films. Puis les plateformes de streaming. Donc on avait Netflix à 15 mois, Prime Video
Apple et Disney+, donc à 17 mois. Et enfin, les chaînes gratuites, donc TF1, France 2, etc., M6, à 22 mois. Donc ça, c'est la chronologie des médias. C'est très franco-français comme concept. Ça n'existe quasiment nulle part ailleurs. Canal avait donc un énorme avantage sur ces plateformes de streaming qui dataient d'il y a longtemps, mais Disney+, globalement, en a un peu eu marre, quoi. Ils se sont dit, nous aussi, on a peut-être un coup à jouer là-dessus, et ils ont un peu fait voler en éclats ce statu quo qui traînait depuis des années. C'est un peu oui, ça, alors ça traîne pas tellement depuis des années, puisque avant ils étaient à 36 mois, Disney+. Oui, donc ils avaient déjà bon. bien ramé pour... voilà. En fait, le truc, c'est que Disney+, n'est pas attaché à la chronologie des médias, et si ça ne tenait qu'à eux, il n'y en aurait pas. Dans d'autres pays, d'ailleurs, tu disais Clément, c'est très spécifique à la France. Moi, je travaille notamment aussi pour des médias suisses. En Suisse, Disney+ sort énormément de films directement et des gros blockbusters directement sur sa plateforme. Donc, en fait, Disney+ veut absolument réduire au maximum ce délai avant qu'il puisse diffuser les films. Et donc, en échange, en revanche, ils se sont engagés à investir beaucoup plus qu'ils ne le faisaient avant dans le cinéma, enfin dans l'audiovisuel français, mais surtout dans le cinéma, puisque non seulement ils mettent plus d'argent, mais surtout ils rééquilibrent entre l'audiovisuel, donc les séries, et le cinéma, en mettant plus dans le cinéma qu'avant. On va vous donner un petit peu le détail de tout ça. Benoît, juste, cette chronologie des médias, elle n'est pas là pour embêter les plateformes. Elle a un sens quand même. Non, si c'est franco-français, et si en France, on a pareil dans les salons l'habitude de dire « Oh, nos séries françaises, elles sont elles sont là », c'est qu'en fait, la télévision, depuis toujours, a financé le cinéma français. Et qu'on ne peut pas, la télévision et les plateformes aujourd'hui ne peuvent pas exister réellement dans le paysage audiovisuel français si elles n'investissent pas dans le cinéma. C'est ce qui a sauvé notre cinéma. Donc après, on peut toujours trouver que les Britanniques ont une super télévision. Ouais, ben regardez leur cinéma. Ken Loach, quand il a voulu faire des films ambitieux, il a toqué à la porte de la France. Donc, ce qui se passe, c'est que chez nous, c'est comme ça. Et quand Canal a été créé il y a 40 ans, ok, première chaîne privée, la privatisation passe par Canal. Ok, vous arrivez là, mais c'est pour avoir du cinéma plus tôt, donc vous allez participer. À partir de ce moment-là, toutes les chaînes gratuites, à l'époque, avec des chaînes gratuites à côté de Canal, se positionnent aussi pour financer des films et créer tant de créneaux disponibles pour des films à la télévision et faire par ailleurs la culture cinématographique de tout un pays quand même, grâce à la télévision. Et quand les plateformes sont arrivées, qu'a fait le pouvoir public ? Pas grand-chose en fait. Ils ont laissé Netflix et consorts rentrer, si vous avez quelques obligations, etc., etc. Sauf que c'est pour ça que c'était si compliqué pour eux de pouvoir diffuser des films sitôt, parce qu'à partir du moment où ils avaient déjà l'autorisation à être sur le territoire, il ne fallait pas en plus qu'ils viennent saccager le cinéma français. C'est un petit peu comme si à la privatisation de la télévision française, quand Netflix et consorts sont arrivés, on avait dit ABC, NBC, CBS, vous pouvez rentrer et diffuser vos chaînes de télévision chez nous, sans problème, sans contrepartie. Donc cette contrepartie, elle est là. Et aujourd'hui, ce qui se passe, et moi je trouve que c'est vraiment bien, c'est-à-dire que ça oblige enfin les plateformes à se positionner sur cet investissement à la création pour le cinéma. Alors, c'est peut-être aussi l'avantage des gros sabots américains qui, quand ils arrivent chez nous, parfois pas envie de tout casser parce qu'on ne fait pas comme chez eux. Ça peut aussi avoir des avantages. Donc, je vous avais promis quelques chiffres, je vais vous les donner sans vous assommer. Donc on le disait, Disney a donc passé ce nouvel accord avec donc, les instances du cinéma français. Ils vont passer de 20 à 25% de leur chiffre d'affaires en France dédié au financement des œuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises. Ces 25%, ce sera d'abord moitié-moitié la première année entre cinéma et série globalement. Ensuite, 14 pour le cinéma et 11 pour l'audiovisuel, puis ça ira jusqu'à 14% et 11%. Donc voilà, on va atteindre un moment où ils financeront plus le cinéma qu'ils ne financeront les séries, alors qu'on parle de Disney+, on ne parle pas de Disney global, on parle juste de Disney+. Pour se rendre compte, effectivement, avant, en l'état, il y a encore 3 mois, Disney consacrait, donc je disais 20%, c'était 4% pour le cinéma et 16% pour les séries. Donc il va y avoir un énorme renversement financier là-dessus. C'est donc plutôt une bonne nouvelle pour le cinéma français en premier lieu. Non, c'est eux qui vont le plus en bénéficier, en tout cas en termes d'argent, de rentrée d'argent. Sur le papier, oui. Après, en réalité, l'argent, tout dépend toujours de ce qu'on en fait.
Donc, on ne peut pas reprocher à Canal+ de ne pas avoir investi dans plein de cinémas différents, plein de films très différents. Et c'est vrai qu'il y a une vraie richesse quand on voit encore aujourd'hui les films financés par Canal+, c'est tous ceux qui cartonnent, mais y compris ceux qu'on n'a pas vu arriver. Vraiment, là-dessus, ils ont fait un super travail. Est-ce que Disney+ va faire le même travail ? Je ne sais pas, c'est à voir. Mais surtout, moi, ce qui m'inquiète, encore une fois, c'est que Disney+, respecter la chronologie des médias, de base, ça ne l'intéresse pas. Ce n'est pas son objectif. Or, si on veut préserver le cinéma, la sortie salle, qui aujourd'hui est extrêmement menacée aux États-Unis. Aujourd'hui, aux États-Unis, ça devient hyper dur de voir un film. Il y a des grands films qui sont vendangés. La Palme d'Or américaine sort dans 6 salles. Au départ, aux États-Unis. On a beaucoup parlé du dernier Eastwood aussi, qui a été complètement sacrifié par Warner. Alors que nous, il a eu une sortie salle et un immense succès en salle par ailleurs. Voilà, moi c'est là où j'attends de voir. Ça peut être une bonne nouvelle au niveau de l'investissement. Il faut que ça le soit aussi. Il y a les engagements chiffrés et ce qu'on en fait. Sur la qualité. Je donne juste un chiffre. Tu disais, est-ce qu'ils financeront tous les cinémas ? Sur le papier, voilà ce qu'ils s'engagent à faire. Financer un minimum de 70 films sur cette période de 3 ans en assurant une diversité de genres et de budget. Voilà, je vous cite vraiment l'accord. Donc sur le papier, ils s'engagent à faire un peu ce que fait Canal, à savoir pas financer juste des dessins animés ou des trucs très Disney compatibles, mais à élargir un peu leur champ d'action. Non, parce qu'il y a la politique de Disney aussi, qui est dans le monde entier, de pouvoir se dire aussi, tout mettre sur la plateforme, c'est peut-être une erreur. Faut que la marque continue à exister ailleurs, à d'autres endroits, pour qu'on entende parler de la marque partout et on finisse par revenir sur Disney+. Donc il y a cette politique-là. Alors effectivement, la chronologie des médias, ils sont obligés de le faire en France, mais moi ce que je trouve bien dans cette histoire, c'est que ça va obliger toutes les plateformes à se positionner et à dire clairement, et que enfin, vu que les pouvoirs publics ont été incapables de faire rentrer ces nouvelles plateformes sans vraiment régler le problème de la création en France, sans se soucier du moins de ça, là au moins ça va fixer. Alors bien évidemment, si Canal aujourd'hui est en colère, moi je peux le comprendre, parce que sans Canal depuis 40 ans, on n'aurait pas cette diversité du cinéma tel qu'on l'a aujourd'hui. Donc c'est normal. Après, j'espère que tout va s'équilibrer, et de toute façon, Canal restera le plus gros pourvoyeur de cinéma en justement, France. On y vient, puisque tu le disais, ça a énervé un petit peu Canal+. Les chiffres de l'accord avec Disney+ n'ont pas été révélés. Sauf que Maxime Saada, le patron de Canal, lui a décidé qu'il avait envie de donner des chiffres. Et donc, il est allé devant le Sénat, il a été auditionné et il a dit que, selon son estimation, Disney+, avec ce nouvel accord, allait donc payer 38 millions d'euros par an pour cette fenêtre de diffusion de 9 mois. Donc, 38 millions, c'est pour l'ensemble, chaque année, de leur financement du cinéma et des séries. Alors que Canal payait, jusqu'à ce qu'on va vous raconter, 220 millions par an pour une fenêtre de 6 mois. Donc, on est quand même sur des chiffres disproportionnés. Ce qui a quand même du coup poussé Canal, et c'est peut-être pas la bonne nouvelle dans cette histoire, à renégocier à la baisse en disant attendez, 6 mois 220 millions, 9 mois 38 millions, le compte est pas bon, clairement. Résultat, ils sont passés à 150 millions pour cette année, 160 en 2026 et 170 en 2027. Donc globalement, le cinéma français, on disait, il a une bonne nouvelle avec Disney+, peut-être, mais il perd un nouveau financeur. Il perd 70 millions sur 3 ans. De la part de Canal+. Après, on notera que c'est toujours disproportionné de payer au moins 150 millions pour une fenêtre de 6 mois et seulement 38 millions, même si, encore une fois, c'est les chiffres avancés par Maxime Saada. Donc, voilà. Disney+ ne les a pas confirmés ni infirmés. On n'est pas sûr. Mais oui, moi, je comprends qu'il soit énervé. Je le comprends. La bonne nouvelle, c'est qu'ils continuent de s'accrocher là-dedans. Ils ont bien compris, eux aussi. Mais Canal+, il y a forcément un intérêt. Ils ont compris, parce que tout ça est aussi lié à l'offre globale de Canal+. Ils ont compris que c'était le cinéma aujourd'hui qui leur amenait des gens et pas le sport, notamment. Donc, ils ont tout intérêt à rester des financeurs. Et puis Canal avait besoin, et c'est peut-être que vont-ils faire de cette somme qu'ils ne vont pas mettre dans le cinéma, où ils vont le mettre, mais c'est vrai qu'ils ont besoin, aujourd'hui, on l'a vu, ils se sont mis tardivement à faire des séries, Canal, on parlait des formats courts, etc. Oui, c'était beaucoup ça pendant longtemps, c'est que depuis les années 2000, en réalité, qu'il y a des vraies séries sur Canal+. Donc pendant 15 ans de leur existence, les 15 premières années, il y avait très peu de séries. Donc là, aujourd'hui, ils sont obligés de continuer à soutenir le cinéma. De toute façon, c'est ce qui fait que les abonnés se branchent
branche à Canal, puisqu'on dit souvent que le synonyme de série, c'est Netflix, dans la tête de beaucoup de gens. Vrai. Mais ils ont besoin aussi de rappeler qu'ils sont la chaîne qui, en France, a fait quand même beaucoup bouger la fiction, les lignes sur la fiction, et que donc ils ont besoin de mettre beaucoup de moyens, plus de moyens peut-être, sur les séries. Donc peut-être que voilà, ils vont perdre pour le cinéma, mais moi, j'espère à titre personnel que cet argent, il va être réinvesti dans les séries. Ce que j'allais dire, est-ce qu'on a posé un peu tous les arguments sur la table. Est-ce que, selon vous, il y a un gagnant dans cette bataille entre Disney et Canal? Est-ce que c'est Disney? Est-ce que c'est Canal? Est-ce que c'est les abonnés de ces deux plateformes? Est-ce que c'est le cinéma? Qui s'en sort le mieux, à votre avis À mon avis, c'est Disney+. Jusqu'ici. Qui a très bien renégocié. Voilà, qui a très bien renégocié. Je pense que c'est une bonne nouvelle, globalement, pour la création, d'être aussi moins dépendant d'un seul acteur. C'était un argument avancé par certains studios ou certains créateurs. Voilà. Je pense que c'est un bon argument. J'espère que la série Canal+ en sortira gagnante. En tout cas... en respectant tous les embargos, je peux vous dire qu'ils nous préparent de très bonnes choses là pour le printemps qui arrive. Et donc, on peut espérer que ça va continuer. Pour les abonnés, je ne suis pas certaine que ce soit une excellente nouvelle d'avoir encore une fois une offre aussi éparpillée et donc de devoir peut-être multiplier les abonnements. On sait qu'aujourd'hui, c'est un problème dans les budgets. D'autant qu'on n'est pas à l'abri que Disney dise que tout ça mérite une petite augmentation de tarifs. On n'est jamais à l'abri. Spécifique à la France. Moi, j'aurais tendance à dire que tout le monde est gagnant, sauf les abonnés, effectivement. Désolé pour ceux qui nous écoutent, vous avez perdu. Non, mais à moins de... Puisque bon, encore, on peut avoir des abonnements Disney et on peut s'en sortir à tout moment quand on veut, ce qui est moins le cas pour Canal. Moi, après, j'attends de voir, parce que je suis persuadé que cette émission, on l'a fait aujourd'hui, dans un an, peut-être qu'on aura une autre discussion et que ça aura totalement changé. Et puis, il ne faut peut-être pas omettre de l'équation la question de la guerre économique entre l'Europe et les États-Unis, qui va peut-être faire que ces plateformes ont tout intérêt aujourd'hui à préparer le terrain en se positionnant sur des vrais créateurs de contenu européens et notamment français pour pouvoir continuer à émettre. L'Europe a menacé, en réponse au droit de douane de Donald Trump, de taxer pourquoi pas les services numériques et le streaming en fait partie, donc ça va aussi rajouter ça dans l'équation. Tu as bien raison de le mentionner. Et puis il y a un acteur qu'on a pas un peu mentionné discrètement, c'est Netflix, qui dans tout ça se retrouve un peu le dindon de la farce. Il reste à 15 mois. C'est eux qui aujourd'hui étaient plutôt la marque de fabrique des séries françaises de plateforme. Et ben voilà, ils vont un peu devoir peut-être remettre les pieds dans le plat. On n'est pas à l'abri, comme tu dis, de se revoir dans un an avec une nouvelle discussion, la suite de la bataille du streaming français. Ce sera au prochain épisode. En attendant, on va passer aux séries de la semaine. Voilà, on va vous donner deux belles idées pour vous occuper ce soir après le boulot, pourquoi pas, ou ce week-end si vous ne savez pas quoi faire. Deux séries, je commence avec la tienne, Benoît. Tu nous recommandes une série britannique à voir sur Paramount+, donc via Canal, pour ceux qui sont abonnés. Ça s'appelle The Road Trip. Oui, c'est pour mon côté fleur bleue et routard. Une comédie romantique qui prend la route. On part de Bristol et on se rend en Espagne, à Malaga. C'est une pure comédie romantique. Tout un groupe d'amis part dans un bus Volkswagen, un combi Volkswagen, pour aller au mariage d'une amie. Alors en fait, dans ce bus, il y a Addie, sa demi-sœur Deb, et puis ils ont emporté aussi Rodney, qui est le collègue de la mariée, donc qui a besoin d'une voiture. Sauf que suite à un accident, ils sont obligés d'accueillir aussi dans leur bus Marcus et surtout Dylan. Sauf que Dylan, c'est l'ex de Addie. Et donc on va avoir le voyage qui forcément va être compliqué et tout le monde qui essaie de comprendre mais pourquoi ce couple idéal qui avait tout pour fonctionner, pourquoi ça a splitté et la série est très maligne puisqu'elle joue avec tous les codes de la comédie romantique. Donc une comédie romantique, forcément il y a la scène du baiser, forcément il y a la scène au lit, forcément il y a la scène de danse. Vous avez tout ça dans la série. Vous l'avez en deux temps. Tu as l'air ravi de les avoir. Vous l'avez en deux temps. Vous l'avez dans la recomposition du couple et via des flashbacks sur la première composition du couple. C'est assez génial. Et
vu qu'il y a quand même 6 épisodes, il faut du suspense, il faut être inquiet, il faut des cliffs, et il y a tout ça dans The Road Trip. Franchement, j'ai mis la main dans le premier épisode et j'ai pas lâché. Et c'est super bien vendu. The Road Trip, donc c'est à voir sur Paramount+, 6 épisodes. En plus, c'est parfait, c'est pas trop long, ça peut vous occuper pour la fin de la semaine. Et puisque ce débat est excessivement bien construit et que tout ça est une illustration de ce qu'on disait juste avant, voilà, rien ne se perd. On disait que la télé britannique est très forte, peut-être plus que son cinéma. Et ça tombe bien parce que notre deuxième reco est aussi une série britannique. Margot... Mais qui échappe à la guerre du streaming puisqu'elle est disponible gratuitement. Exactement, sur c'est une série qui est à voir donc sur arte.tv. Ça s'appelle Douglas is Cancelled. Voilà, et c'est signé Stephen Moffat, qui est un grand showrunner britannique. Peut-être le plus grand showrunner britannique depuis quelques années. On lui doit notamment un gros travail sur Doctor Who et puis sur la série Sherlock. Bien sûr. Donc là, il nous raconte l'histoire de Douglas, qui est présentateur, qui a un mâle blanc de 50 ans. Voilà. Très clairement. C'est un boomer. C'est un boomer et c'est un présentateur de chaîne d'infos, donc le présentateur d'un late show, les shows du soir. En réalité, il est co-présentateur avec Madeleine, qui elle est aussi un peu la caricature de la jeune journaliste trentenaire. Et un jour, tout éclate puisque sur Twitter, qui est entre le moment où la série a été faite et aujourd'hui, et qui a été rebaptisé X, sort un message accusant Douglas de complètement bourré à un mariage, avoir prononcé une blague sexiste. Les 2 premiers épisodes, c'est de la pure comédie britannique, c'est-à-dire que ça va très vite, les dialogues sont vifs, ciselés, il y a un jeu aussi des acteurs britanniques absolument extraordinaires. On reconnaîtra... Voilà, Hugh Bonneville, c'est ça qui joue le patriarche de Downton Abbey en boomer de la télévision. Mais alors, tout ça est très bien fait, mais on se demande en réalité ce que veut nous raconter la série de la cancel culture, comme on dit. Parce que donc, tout le sel, c'est que cette blague, on ne la connaît pas. On ne la connaît pas. On ne sait pas ce qu'il a dit, simplement, et on ne sait pas ce qu'il a dit. On ne sait pas qui est pour, qui est contre. Et par ailleurs, la série entretient une ambiguïté sur son propos et sur ses personnages. Est-il vraiment un boomer ou bien est-ce que c'est vrai, on ne peut plus rien dire aujourd'hui? Les femmes sont-elles toutes des manipulatrices et les jeunes femmes toutes des féminazis? On ne sait pas. Il faut attendre le 3e épisode. Il n'y en a que 4 dans cette série. Et là, on change complètement d'ambiance, de ton. Là, la série nous raconte exactement ce qu'elle veut nous raconter. J'en dirai pas plus parce que vraiment, c'est une série qu'il faut découvrir sans savoir. Je vous la conseille chaudement. Et ça n'est donc que 4 épisodes. Aujourd'hui, avec Benoît, on a décidé de ne pas vous faire perdre de temps. C'est parfait. Moi, j'ai regardé du coup sur ton conseil Douglas is Cancelled ce week-end. Il m'a fallu un après-midi pour terminer. Ça, c'est excessivement bien. Et effectivement, ce 3e épisode... C'est un grand épisode de télévision. Déjà l'un des meilleurs épisodes de série de l'année. On espère qu'il y en aura d'autres, mais en tout cas, avec ceux de Adolescence sur Netflix. Et comme ça, je vous fais 2 conseils en un. Hop là, Adolescence sur Netflix, qu'il faut que je regarde, qui est dans ma liste. Je vais ajouter The Road Trip parce que ça a l'air vachement bien aussi. Et que Benoît, comme d'hab, nous a vachement bien vendu sa série. Et qu'on veut de la danse, des baisers et des recompositions de couple. Exactement. Merci à tous les deux pour votre participation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci à toi. Merci à toi. Et merci à tous de nous avoir suivis. L'émission à la revoir, vous le savez, sur notre site Tech & Co, sur YouTube, en replay, en podcast sur toutes les plateformes. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant.